Bien, je suis aussi désolé, je vais parler assez fort. Je suis aussi désolé pour ceux qui sont au fond, qui vont rester longtemps debout. Je vois qu'il manque de chaises. Mille excuses de nous. Voilà. Donc je ne sais pas, je suis confondu d'excuses. Je vous remercie en tout cas d'être tous présents, toutes présentes. Visiblement, tous ceux qui s'étaient inscrits sont venus. Il n'y a pas de désistement puisqu'on est, on est au complet. Donc c'est vraiment très bien pour ce soir. Je vais prendre la parole pendant quelques instants pour tout simplement pour présenter le Cercle national de coaching et CNAM qui ce soir vous a invité. Je vais présenter, d'abord je vais présenter le bureau du Cercle qui a fait le maximum de travail pour que les choses se passent bien et pour organiser également les invitations et puis le pot qui aura lieu après la conférence. Donc je pense que tout le monde est là. Vous avez vu Katia, voilà. Katia Vermès qui est notre trésorière du bureau. Vous avez également rencontré Odile qui est la secrétaire du Cercle dans le bureau. Il y a aussi Jenny Jo qui est tout à fait au fond, qui fait des signes comme ça. Jenny Jo qui est notre vice-présidente. Christian Giroux, est-ce qu'il est arrivé? Non. Alors, sinon, vous le verrez peut-être tout à l'heure. Et puis moi-même, votre obligé, donc Thierry Bianchi, le président du Cercle. Alors, pourquoi le Cercle national du coaching? Vous avez peut-être dû vous poser la question quand vous avez visité notre site. Je ne sais pas comment vous avez connu la conférence. On a envoyé des mailings assez largement. Christophe également a utilisé donc, ces réseaux. Alors, il faut savoir que le Cercle national du coaching, c'est d'abord, vous l'avez sur les documents qu'on vous a fait distribuer, c'est d'abord un lieu d'échange et de réflexion autour de cette question du coaching et aussi des problématiques de l'entreprise. Ce n'est pas seulement un lieu d'échange autour du coaching, contrairement par exemple à ce que peut être l'Académie du coaching ou à ce que peut être SF Coach, ou d'autres, je connais des invités dans la salle qui sont membres également d'autres associations de coaching. Ici, l'objectif, effectivement, c'est d'être, notre vocation, c'est d'être au service de tous les professionnels. C'est ça notre vocation. Alors, on fonctionne sous la forme du laboratoire d'idées. On organise régulièrement, tout au long de l'année, des dîners-débats. Avec des intervenants, pas seulement des coachs, des dirigeants d'entreprise, des milieux également économiques, des journalistes, des experts, et on se réunit dans ces moments, dans ces dîners-débats qui sont à la fois, il y a une convivialité, à la fois il y a la réflexion qui s'engage, et la discussion. On se réunit pour le bénéfice de tous, de tous ceux qui sont présents, d'horizons et de milieux différents, mais qui ont cet intérêt qui est le monde de l'entreprise et le coaching. Le Cercle, c'est aussi, comme vous pouvez le constater ce soir, des conférences thématiques. Alors, je prends un exemple. Au mois de novembre, notre dernière conférence invitait Gilles Corcos, qui est un intervenant du conservatoire, et qui présentait son savoir et son savoir-être sur l'intelligence émotionnelle. Vous avez peut-être dû voir cela sur le site, et peut-être vous êtes venu à cette conférence où là nous étions dans un bel amphithéâtre pour ceux qui sont de nouveau présents ce soir, j'en vois. Et ce soir on est sur une intervention avec Christophe qui est évidemment différente, et c'est tout l'intérêt justement du Cercle. Je présenterai rapidement le parcours de Christophe, mais vous avez compris qu'avec la démarche autobiographique, qui est un peu autre chose que la biographie raisonnée, on est ici sur un lien, et Christophe l'expliquera beaucoup mieux que moi, on est sur un lien évidemment avec le professionnel, l'accompagnement des parcours professionnels, c'est le sujet de la planche de ce soir. Alors, le Cercle national du coaching, c'est aussi un club, il faut le savoir, qui est orienté vers le networking. Et on organise justement
des moments de rencontre avec les professionnels. Il y a un côté networking qui est affiché sur le site et qu'on affiche également auprès de nos membres. Voilà. Ce travail, je dirais, ce travail collaboratif entre les membres du cercle, eh bien, a pour finalité de trouver la meilleure harmonie autour du coaching. Alors, Christophe, on ne le présente plus. Christophe est spécialiste des histoires de vie, spécialiste des biographies raisonnées, recherche-action également, une de ses spécialités, puisque Christophe Vandernoot est enseignant à Paris 3, mais également intervient au Conservatoire national des arts et métiers. Il est consultant, il est coach, donc il a aussi ce côté professionnel. Il n'est pas universitaire exclusivement, il est sur ce double schéma. Je pourrais dire que, d'une certaine façon, tu es un héritier de Desroches, en quelque sorte. On peut le dire. Tu as été formé par Jean-François Drapry. Pas directement. Pas directement, mais il y a eu des connexions à un moment donné. Oui, tout à fait. Et tu utilises la démarche autobiographique dans une perspective, si je t'ai bien lu, socio-analytique et maïeutique. Tout à fait. Donc, je vais te laisser la parole. C'est à toi, ce soir, de nous instruire et de nous dire des choses sur ta spécialité. D'accord. Merci Thierry. Alors, donc ce soir, effectivement, je vais vous présenter la démarche autobiographique comme outil d'accompagnement des parcours professionnels. Alors, je vais vous la présenter, je dirais, pendant une petite demi-heure, sachant que l'objectif, c'est aussi d'échanger, de partager, de mutualiser des expériences. Donc ensuite, eh bien, nous irons vers un débat et un échange avec vous. Alors, tout d'abord, quelques mots sur le contexte professionnel actuel. Je veux dire que depuis quelques années, j'assiste en tant que professionnel et que coach à une transformation profonde du champ professionnel et qui génère une fragilisation croissante d'un certain nombre d'acteurs. Je dirais deux facteurs principalement concourent à cela. D'une part, toutes les fusions, restructurations, je ne parle même pas des délocalisations, mais restructuration de services, amènent soit des licenciements, soit dans la fonction publique, des personnes qui se retrouvent sans activité réelle. Et puis, d'un autre côté, pour ceux qui travaillent, la pression du résultat, les restrictions en termes de ressources et de moyens, les mises au placard, les menaces implicites ou explicites amènent de plus en plus des individus dans un état d'épuisement émotionnel et de souffrance au travail qui sont source de démotivation, de perte de sens et parfois d'incapacité ou d'impossibilité à aller plus loin dans la voie ou dans l'emploi qui est tenu. Et donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on a, en tant que coach, de plus en plus de personnes qui se retrouvent dans l'injonction de retrouver une place, puisque dans les années 95 est apparu un mot qui est employabilité et qui dit que, en fait, un salarié est responsable de sa capacité à s'adapter aux évolutions du marché de l'emploi. Ça veut donc dire que la capacité à rebondir et à s'orienter est devenue aujourd'hui une compétence majeure dans un monde de plus en plus aléatoire où la sécurité de l'emploi existe de moins en moins. Et donc, par rapport à ça, je voudrais vous présenter ce soir un outil qui est en même temps une démarche que je trouve à la fois pertinente et intéressante du point de vue des personnes concernées pour accompagner ces transitions. Et donc, cette démarche, c'est la démarche autobiographique. Elle est loin d'être l'outil le plus connu des coachs. Et je dirais, sa matrice originelle, c'est l'autobiographie raisonnée d'Henri Desroches. Donc, je vais vous présenter dans un premier temps l'autobiographie raisonnée. Ensuite, je vous dirai quelles sont les clés pour que la démarche réussisse. Je vous dirai ensuite
quel peut être l'intérêt de proposer cette démarche-là à des personnes que vous accompagnez. Et puis ensuite, eh bien, je donnerai quelques exemples d'utilisation en entreprise. Comment on peut utiliser cette démarche en dehors de l'accompagnement individuel, notamment en entreprise, mais pas uniquement. Un petit bond en arrière, donc nous sommes dans les années 60 et nous avons un pionnier de la formation d'adultes qui s'appelle Henri Desroches, qui a un parcours hors norme que je ne vais pas emprunter parce que sinon on en a jusqu'à 22 heures, donc on n'aura pas le temps d'échanger. Voilà, donc Henri Desroches se retrouve en 1955 directeur d'études à l'école pratique des hautes études, qui est maintenant devenue l'école des hautes études en sciences sociales, et qui a comme particularité de recruter des étudiants non pas sur un niveau de diplôme, mais sur un projet de recherche. Et en 1959, Henri Desroches crée le collège coopératif où il reprend dans le cadre d'un diplôme qui s'appelle le diplôme des hautes études des pratiques sociales, je dirais la même formule que l'école pratique des hautes études, à savoir intégrer dans un cursus universitaire des adultes qui ont 10, 15, 20, 30 années de pratique professionnelle ou sociale et qui souhaitent reprendre un cursus universitaire, je dirais, pour souvent trouver un second souffle, et en tous les cas, mettre en perspective le chemin qu'ils ont parcouru. Comme Henri Desroches est investi dans le champ du développement, donc ça veut dire qu'il reçoit aussi bien des étudiants africains, calédoniens, qui viennent d'Amérique du Sud, que des étudiants français. Et donc, très rapidement, évidemment, Desroches voit que la meilleure part de l'expérience de ces personnes-là ne se situe pas tellement dans leur cursus scolaire ou universitaire, parfois ils ont peu de diplômes, et pas forcément non plus dans des activités rémunérées. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui souvent ont, en termes de créativité, ont eu des initiatives sociales intéressantes et parfois qui n'étaient pas rémunérées. Donc, Desroches commence à concevoir une espèce d'entretien spécifique destiné à faire émerger ce que ces interlocuteurs ne lui disent pas dans un premier temps, puisqu'évidemment, ces interlocuteurs rentrant dans une grande école vont plutôt lui dire ce qui semble convenable d'énoncer quand on rentre dans une école de ce type. Et donc, Desroches va les chercher sur leur expérience globale, et donc, il conçoit ce questionnement spécifique, et dont on trouve la trace d'ailleurs dans son premier ouvrage sur l'éducation des adultes qui sort en 1970. Et puis, en 1980, émerge dans les sciences sociales un nouveau champ qui est celui des histoires de vie, notamment sous l'impulsion de Gaston Pinault. Et là, Desroches se dit, si je ne fais rien, tout ce que j'ai développé jusqu'à présent, notamment dans le cadre de l'Université coopérative internationale, eh bien, on va me le piller et on va le récupérer, ce qui commence déjà à se faire. Donc, ce qui fait qu'en 1984, il sort une petite brochure, Théorie et pratique de l'autobiographie raisonnée, évidemment qui est introuvable depuis longtemps, mais dans laquelle il expose les fondements de sa méthode. Il reprendra une bonne partie du texte dans le 3e tome sur l'éducation d'adultes qui s'appelle « Entreprendre d'apprendre » aux éditions ouvrières en 1990. Donc on peut dire que Desroches est un pionnier des histoires de vie, d'ailleurs qui n'est pas toujours reconnu à ce titre, mais qui a véritablement conçu, je dirais, le premier outil, la première grille qui permet vraiment de travailler sur un parcours professionnel ou social. Alors, comment se présente cette grille? Il y a 4 colonnes, et ces 4 colonnes se subdivisent en 2 axes. Premier axe, ce sont les études. Les études, c'est-à-dire qu'est-ce que tu as appris, à quoi tu t'es formé. Et là, par rapport à cet axe études, on va de nouveau le subdiviser en 2. La colonne de gauche,
verticale, ce sont les études formelles, c'est-à-dire le parcours scolaire, universitaire, s'il y en a. Aujourd'hui, on pourrait rajouter la formation continue. Et puis, la colonne d'à côté, ce sont les études non formelles. En gros, c'est tout ce que j'ai appris, sans y être obligé, tout ce à quoi je me suis formé dans le champ associatif, à travers un militantisme syndical, ou bien par moi-même. Voilà. Tout ce que j'ai pu apprendre, et finalement, tout ce que je connais. Et puis le second axe, ce sont les activités. Qu'est-ce que j'ai fait? Et là, la colonne tout à droite, ce sont les activités professionnelles, donc les emplois rémunérés, a priori. Et puis, l'autre colonne, ce sont les activités sociales. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as fait? Dans quoi tu t'es investi? Qu'est-ce que tu as créé? Dans quoi tu t'es engagé? Et donc, eh bien, ça veut dire qu'à ce moment-là, eh bien, Desroches recueille tout un capital qui est souvent dénié par l'acteur lui-même, puisque une partie de ce capital ne lui a jamais été reconnue. Eh bien que si on prend un CV, on prend plutôt la partie diplôme scolaire universitaire et on prend les emplois rémunérés. Et puis s'il y a des trous, on essaye de colmater, tant bien que mal, de façon à montrer qu'on a eu un parcours tout à fait classique, de type couloir, vous savez, comme on le vit tous, alors que justement, ce que Desroches veut, lui, c'est, il veut que cette personne-là puisse, je dirais, se réapproprier tout ce capital-là. Alors pourquoi Desroches fait ça? C'est parce que lui, en termes de recherche, il n'a pas envie que l'autre fasse pour la 20e ou 50e fois le même sujet de recherche que d'autres ont traité avant lui. Donc, lui, ce qui l'intéresse, c'est de dire, dans le domaine de la recherche, on a besoin, toi, de ton capital d'expérience, donc il faut que je puisse savoir qu'est-ce que tu as fait que, dans la communauté de recherche, on n'a jamais fait. Et voilà comment naît l'autobiographie raisonnée. Alors, je reviendrai tout à l'heure sur, je dirais, sur le ressort, à mon avis, le ressort fondamental qui fait que cet outil, je dirais, a une certaine puissance, certaine. Alors, comment mettre en œuvre la démarche? Alors, en gros, la démarche, je dirais, comprend 3 temps. Un premier temps qui est le temps du recueil des données, qui peut se faire, je dirais, en gros de 2 manières. Soit c'est un entretien avec une personne, et donc la personne, le coach, et la personne ressource, et donc la personne dont on fait l'autobiographie raisonnée à ce moment-là, c'est la personne projet. Hein, c'est-à-dire que il y a un entretien qui peut durer 2 heures, qui peut durer 2 heures et demie, dont l'objectif est d'amener la personne, eh bien, à réexplorer son parcours, hein, et on va voir essentiellement en termes de faits. Qu'est-ce que tu as fait? Une fois que cette étape-là est franchie, la deuxième étape, c'est l'écriture, c'est-à-dire on va demander à la personne de faire un récit, de reprendre ce matériau pour en faire un récit. Alors, j'ai pas le temps forcément de tout développer ce qui pourrait l'être, mais disons que ce temps du récit est important, au moins pour 2 raisons. Parce que devenir auteur, écrire, c'est s'autoriser. Et que, je dirais, chez beaucoup d'adultes qui ont un blocage par rapport à l'écriture, je dirais qu'une des meilleures façons que l'on connaisse, en tous les cas dans la recherche-action, c'est de commencer à les faire écrire sur leur parcours. C'est un texte qui peut faire 3 pages, c'est un texte qui peut faire 10 pages, 30 pages. Ricoeur dirait c'est une mise en intrigue. C'est-à-dire que la personne, à partir de l'ensemble de ses faits, eh bien, prend la responsabilité d'être auteur, voilà, d'un jeu qui, voilà, dont le cheminement a été celui-ci. C'est la deuxième étape.
Et puis la troisième étape va être la présentation de ce récit, de ce parcours. Alors cette présentation pouvant se faire soit dans un petit groupe dédié, soit auprès du coach, ou de toute autre personne, mais disons que cette troisième étape va avoir une autre finalité qui va être d'aider la personne, d'inciter la personne à identifier les fils directeurs qui traversent son parcours et sa trajectoire. C'est-à-dire que, pour se représenter ce qu'est l'autobiographie raisonnée, en fait on se retrouve au départ avec une espèce de puzzle où entre je passais mes vacances à pêcher à la ligne, j'ai fait du scoutisme, tiens j'ai fait de la danse, j'ai appris la flûte à bec, etc. Au départ on ne sait absolument pas ce qu'on va en faire. Vous voyez ce que je veux dire? Simplement, tout ce qu'on peut dire, c'est que ce que cet acteur est devenu, c'est en traversant toutes ces activités, ces étapes-là. Ça, on le sait. Donc, ça veut dire que, à ce moment-là, on va aider la personne, en tous les cas l'inciter, je vais revenir sur le terme aider, à tirer les fils directeurs de sa trajectoire. Alors, on voit que, en fait, l'autobiographie raisonnée sollicite trois vecteurs, trois modalités principales: l'oral, l'écrit, et puis, il faut que j'ajoute, lorsque je vous ai présenté la grille tout à l'heure, eh bien, il existe une grille à 3 qui va permettre à la personne de, sous forme de mots-clés,